bonsoir Alioune Gueye. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir avec nous ce soir. Vous êtes ce qu'on peut appeler un serial entrepreneur, une véritable success story panafricaine, aujourd'hui à la tête du groupe Afrique Challenge. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce groupe? Déjà, merci de me recevoir à la Belle TV. C'est un grand plaisir. En fait, Afrique Challenge, l'Afriqueose est un groupe que j'ai créé au Maroc il y a maintenant, on va célébrer les 20 ans. Et d'emblée, c'est un groupe qui a eu une vocation africaine, basé au Maroc parce que le Maroc est un hub, également comme peut l'être Jobour ou Nairobi. Et donc, on a, dès le début, essayé de répondre à deux grandes préoccupations qui interpellent le continent. C'est d'abord, bien sûr, la question du renforcement des capacités et la question de la santé. Ça a été vraiment les deux mamelles fondatrices du groupe. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, le continent est aux prises avec des préoccupations de transformation économique, à des préoccupations d'émergence. Beaucoup de pays se sont dotés de plans émergents, que ce soit au Bénin, au Sénégal, au Gabon, etc. Mais bien entendu, on n'émerge pas quand on est malade. On n'émerge pas avec des gens qui ne sont pas bien formés, qui ne sont pas bien éduqués. Aujourd'hui, il suffit de regarder les pays d'Asie du Sud-Est pour voir à quel point l'éducation a été un facteur décisif de transformation. Tout le monde sait que Singapour n'a pas un gramme d'or ou de pétrole dans son sous-sol. Pourtant, aujourd'hui, il dépasse les 70 000 $ de PIB par habitant. Le succès d'une telle transformation, c'est l'éducation, c'est le capital humain. Et donc, à côté du capital financier, nos pays sont dotés en termes de ressources du sous-sol, ont beaucoup d'atouts. Mais en réalité, le vrai capital, c'est le capital humain. C'est le capital humain et c'est au cœur de la stratégie du groupe Afrique Challenge justement. Et je sais que vous avez une autre structure qui est aussi une filiale du groupe et qui s'appelle NGE Impact. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste NGE Impact? Alors NGE Impact en fait, parce que avec toute cette expérience dans le renforcement des capacités, sur tout le continent, dans toutes les grandes disciplines, ce qui apparaît clairement, c'est que nous n'avons pas suffisamment d'entrepreneurs. Parce que nous-mêmes, dans notre approche des entreprises, on s'est rendu compte que notre portefeuille était très déséquilibré et qu'on avait trop, entre guillemets, de public, de parapublic, pas assez de privé. Or, on comprend bien qu'en réalité, la vocation de l'État, la vocation du public, c'est de faciliter le développement des affaires, c'est de mettre en place, ou d'aider en tout cas à faire grandir les écosystèmes, c'est de procéder aux réformes et je dirais aux régulations qui permettent au secteur et au privé de s'épanouir. Et donc on s'est rendu compte que là, il y avait vraiment un acteur manquant. Deuxième constat, c'est également le fait que notre population est plutôt jeune. Et on sait qu'aujourd'hui, sur l'horizon 2050, cette fracture, entre guillemets, et c'est une bénédiction, d'avoir une population jeune, la vitalité démographique de notre continent va s'accentuer. Toute la question aujourd'hui qui doit nous empêcher de dormir, c'est comment est-ce qu'on va employer cette richesse-là. Bien sûr, il faut la former, mais en même temps, on comprend que l'État n'a plus les moyens de recruter. Il nous faut donc aujourd'hui massivement encourager des jeunes, même des moins jeunes, qui aujourd'hui veulent faire de la reconversion, à s'orienter vers l'entrepreneuriat. Ça ne se fait pas spontanément. Oui, c'est la raison de votre présence au Gabon. Voilà. Alors, ça ne se fait pas spontanément et donc il faut pour cela, c'est une des propositions de NGE Impact, faire rentrer l'entrepreneuriat déjà à l'école. Parce que plus tôt on s'habitue à entreprendre, plus on a des chances de réussir dans cela. Il ne faudrait pas qu'on ait fait tout un cursus primaire, secondaire, université sans avoir jamais entendu parler d'entrepreneuriat. Je crois que ça c'est un problème. Et en fait c'est ce qui a motivé, il y a maintenant 7-8 ans, la création de NGE Impact, Next Generation Entrepreneurship, pour avoir un impact et démontrer en quoi est-ce que l'entrepreneuriat aujourd'hui, comme on voit tous les pays qui se sont développés, les économies libres en tout cas, eh bien, ont su aller rechercher des talents, ont su susciter, ont su révéler des talents d'entrepreneurs. Il suffit de regarder les États-Unis, l'American Dream, de regarder les pays d'Europe du Nord, de regarder la Hollande, de regarder les pays d'Asie du Sud-Est. Certes, le gouvernement a été entrepreneur à un moment donné,
parce qu'il fallait se substituer au manque, entre guillemets, d'un privé, mais le temps de le faire émerger, et puis ça y est, le privé a pris le relais. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de lancer une initiative il y a maintenant 7 ans, puisqu'on est à la 7e édition, qui s'appelle Hub Africa. C'est une initiative importante qui est présente dans 17 pays, où vous allez à la rencontre de ces entrepreneurs dont vous parliez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui quel est le bilan 7 ans après? Le bilan, c'est d'abord qu'on s'amuse beaucoup. Et puis, on est toujours effaré par, encore une fois, la vitalité entrepreneuriale du continent. Alors, c'est vrai, on parle beaucoup de M-Pesa, etc. Mais il y a des milliers d'initiatives, des milliers d'innovations qui mériteraient aujourd'hui qu'on en parle davantage. Ce qui me frappe d'abord beaucoup, c'est le fait que, et c'est là où je trouve que, sans que ce soit péjoratif, on peut prendre entre guillemets je dirais des raccourcis. Tout le monde pense qu'on doit utiliser le même chemin que l'Europe a utilisé, qu'on doit emprunter le même chemin que les États-Unis. Mais non, parce que nos contextes, nos environnements, nos mindsets ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, un des points, et on le voit beaucoup à travers les pitchs que nous faisons sur tout le continent, on sent que la dimension frugalité est au cœur les Indiens appellent ça Jugad. C'est comment, en fait, apporter des innovations pour un plus grand nombre, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, sans que ça nous coûte très cher. Et c'est ce qui fait que finalement, l'adoption de ces innovations se fait beaucoup plus rapidement, parce qu'elle est accessible. Ce n'est pas seulement pour quelques happy few, mais c'est pour la majorité. Et ça, je vois dans les projets qui ont trait à l'agriculture, qui ont trait à la santé, qui ont trait à l'éducation, je vois beaucoup d'innovations vraiment qui sont disruptives, sans parler bien entendu de toute la partie financière, qui sont disruptives en ce que elles permettent, notamment en s'appuyant sur le digital, d'avoir tout de suite, je dirais, une dimension d'impact de taille critique importante, et en même temps qui intègre le fait que aujourd'hui on arrive, entre guillemets, à rendre cela accessible à un plus grand nombre et à moindre coût. Je crois que ça, c'est un point. Je prends juste un exemple simple. Tout le monde connaît Spotify, Deezer, etc., où il faut payer un abonnement 9, 11 euros par mois pour avoir accès à de la musique, etc. Mais au Cameroun, eh bien, une telle initiative, parce que les gens aiment aussi la musique, eh bien, une telle initiative s'est faite, mais en s'appuyant sur les codes USSD, et qui fait que même sans avoir Internet, même sans avoir la connexion, on a la capacité d'écouter la musique de son choix, etc. Alors évidemment, ticket d'entrée n'est pas 11 euros, 9 euros. Mais c'est pour dire que, je dirais, ce marketing entre guillemets de masse, il est disruptif en ce qu'il est inclusif, et c'est tout à fait en phase avec, je dirais, nos prédispositions socio-culturelles. L'Africain est fondamentalement d'abord un individu du groupe, un individu de société, un individu social, et donc c'est en phase avec cela. Et en même temps, comme les niveaux de revenus ne sont pas très élevés, les gens arrivent à avoir accès à ce type de service qu'ils n'auraient pas pu avoir par ailleurs s'ils restaient sur des standards, entre guillemets, européo-centrés ou américano-centrés. Et je crois que c'est ça, aujourd'hui, cette troisième voie que nos jeunes entrepreneurs aujourd'hui démontrent, qui nous permettent je dirais, d'avoir des innovations complètement disruptives. Je vous donne un exemple. On a fait un pitch il y a quelque temps au Cameroun, et un jeune entrepreneur a eu ce déclic en jouant à la PlayStation, en se disant, mais tiens, pour les aveugles, ce serait intéressant qu'on leur mette des lunettes connectées qui leur permettent de détecter des obstacles et avoir un relais, entre guillemets, audio. Voilà le genre de choses où... Donc les Africains innovent. Tout à fait. Il n'y a pas besoin de faire le MIT ou Caltech aux États-Unis à San Francisco pour pouvoir innover. C'est un jeune gamin de Polytechnique Yaoundé, je dirais qu'il y a... Alors, des idées, on peut en sortir comme ça, du Sénégal, du Mali, de la Guinée, parce qu'aujourd'hui, on fait... cette année, on va faire 17 pays. Et des histoires comme ça, on peut passer la nuit à en parler. Donc, toute la question, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des gouvernements suffisamment entrepreneurs qui sont capables de canaliser autant d'innovation. Parce que quand on parle de start-up, on parle d'innovation, etc., donc, à bien des égards, on a l'impression que
en tout cas que c'est perçu comme si c'est les gamins qui jouent dans une salle de récréation, etc. Alors qu'en fait, le prochain Steve Jobs, le prochain Bill Gates, il sera africain. Et je trouve qu'on gagnerait sur ce plan-là à intégrer et à mettre au cœur du dispositif, à commencer par l'Union africaine dans son agenda 2063, la question de l'entrepreneuriat et des jeunes. Ce qu'on peut faire aujourd'hui de mieux pour les jeunes, c'est pas de les assister, c'est de leur donner les outils de révéler leur talent. Ils ne sont pas demandeurs d'aumône, ils sont demandeurs de respect, de dignité pour aujourd'hui rentrer dans le train du digital. Parce qu'avec si peu de moyens, ce qu'ils arrivent à faire, c'est miraculeux. Quand je vois ces jeunes-là, je me dis, mais si ce gamin était dans un accélérateur en Allemagne ou aux États-Unis, mais il allait complètement, je dirais, exploser en termes de talent. Donc, ça ne demande pas beaucoup, et ça demande une vision claire de ce que, aujourd'hui, quelles sont les promesses des nouvelles technologies, des nanotechnologies, des biotechnologies, de tout ce qui est le cloud, de l'intelligence artificielle, et de mettre en face les stratégies qui permettent de les canaliser. Voilà un gouvernement entrepreneur, responsable, qui comprend ce que c'est que les promesses de l'économie numérique. Alors, c'est précisément la vocation, finalement, de Bafrica, d'identifier les talents et de leur offrir ce tremplin qui leur permettra d'accélérer, finalement, le développement de leur business. Il y a une question qui m'intéresse et que j'aimerais beaucoup te poser. Finalement, aujourd'hui, après 7 ans, tu as pu voir évoluer pas mal d'entrepreneurs. Quelles sont les thématiques qui sont les plus récurrentes ? Est-ce qu'il y a des sujets, des secteurs sur lesquels les jeunes Africains aujourd'hui entreprennent plus facilement ? Alors, ce qui me frappe déjà, c'est que à travers toutes les tournées que l'on fait, tous les événements que l'on fait, et c'est pour ça que je disais, cette dimension distinctive, sociale, que nous avons en Afrique, elle est importante et nous devons la chérir. Comme disait si bien Malraux, demain c'est à nos sociétés donc africaines, que nous devrons encore de pouvoir survivre. Parce qu'aujourd'hui, il y a une telle cupidité du capitalisme que on a l'impression que jamais cette assertion « l'homme est un loup pour l'homme » n'est devenue aussi vraie. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que quand je vois des jeunes qui parfois sacrifient leurs économies, endettent leur maman qui est au marché, etc., etc., et vous disent « moi je fais un projet pour aider mon prochain », ça force le respect. Je vous donne un exemple simple. Je prends un cas Chérif Ndiaye, qui a créé École au Sénégal. Avec la démultiplication de grèves, etc., il décide de mettre à disposition de tous les jeunes Sénégalais des cours de qualité pour les aider à préparer leur bac au mieux. Et gratuitement. Et gratuitement. Ça veut dire que cet enfant qui est à Fongolombi, qui est à Kédougou, qui est à Kaye, qui est à Matam, qui est à Podor, qui est à, etc., à Kaffrine, peut suivre un cours d'excellence, d'où qu'il soit, du simple fait qu'il a accès à YouTube, et tout le monde sait, le taux d'équipement aujourd'hui, c'est quasiment généralisé. Et donc, il filme les meilleurs profs du Sénégal qui délivrent dans le cours. Beaucoup qui, pour des raisons de délestage, pour des raisons de décrochage ou de grève d'enseignants, etc., ont eu le bac grâce à Chérif Ndiaye. Ces cours sont gratuits. Et quand vous lui demandez, mais comment tu vis, c'est dans les prix qu'il gagne aux différents concours, c'est comme ça qu'il se rémunère et qu'il vit. Donc c'est pour dire que l'entrepreneur africain a ceci déjà de particulier qu'il est profondément généreux. Vous regardez tous ces projets, en général, ce sont des projets à fort social impact. Parce que c'est des gens qui vivent, qui ont le pied bien dans leur basket et qui disent « l'Afrique, c'est notre Afrique, aujourd'hui on veut réussir ici ». C'est pourtant des gens qui ont parfois des propositions pour avoir autre chose ailleurs. Mais ils ont décidé de changer dans leur environnement. Et je crois que c'est ça qui est fondamental. Les secteurs qu'on voit, c'est souvent tout ce qui est agribusiness, tout ce qui est éducation, tout ce qui est santé. Et c'est au cœur des problématiques du continent. Se nourrir, s'éduquer, se soigner. Mais parce qu'ils ont vu des situations dans lesquelles ils se disent, mais on ne peut pas, je dirais, être aussi pauvre dans des pays qui sont aussi riches, où notre sous-sol, je dirais, ce ne sont que des ressources, où on a des intelligences, l'intelligence, heureusement, est équitablement distribuée partout, on est tout aussi intelligent que les autres, mais quel est le chaînon manquant? Qu'est-ce qui manque pour? C'est pour ça qu'en réalité, Hub Africa, en réalité, on n'a aucune prétention. Nous ne sommes qu'un prétexte pour permettre que ces gens se parlent, des investisseurs, des gouvernements, des entrepreneurs, des compagnies qui font de l'accompagnement,
des médias, etc., que ces gens se parlent et que la mayonnaise, entre guillemets, prenne. Et que le déclic se fasse. Et que ça crée des synergies dans lesquelles tout le monde se rend compte et comprenne qu'en réalité, on parle bien d'écosystème, un peu comme en biologie, où, comme dans une chaîne alimentaire, je vis parce que l'autre vit, le fameux Ubuntu. Et donc, il est fondamental sur ce plan-là qu'on sorte de cette tendance à vouloir travailler en silo. Le gouvernement à part, les agences à part, les entrepreneurs à part, les accélérateurs à part. On ne s'en sort pas. Et du coup, justement, nos cultures devraient être justement le meilleur gage parce que fondamentalement, nous sommes d'abord des êtres sociaux où la relation humaine est fondamentale. Le lien humain l'emporte sur la notion de bien économique. Et donc, on doit bâtir sur cela un nouvel écosystème généreux, ouvert, inclusif, qui permette justement à ces talents-là de s'épanouir. Alors aujourd'hui, on assiste, on le voit bien ces dernières années, à l'émergence d'un certain nombre d'initiatives, de challenges qui existent sur tout le continent, justement pour essayer de promouvoir et de valoriser l'entrepreneuriat africain. Qu'est-ce qui différencie l'initiative de Hub Africa ? Il n'y en aura jamais assez. Et je pense que on travaille en fait tous dans la même direction. Parce que finalement, d'abord, c'est quoi ? C'est de créer un déclic. C'est un peu comme cette jeune femme qui voit un défilé Miss Afrique, se dit why not ? Pourquoi ne pas essayer ? Et puis ses copines, sa famille l'encouragent et finalement elle y va et elle gagne. Mais c'est pareil. C'est qu'il y a d'abord une question d'assertivité. Beaucoup d'entrepreneurs, de talents introvertis, entre guillemets, n'osent pas se lancer. Je crois que c'est d'abord de déclencher. Et je le vois aussi souvent chez les jeunes femmes, et c'est la raison pour laquelle on est très attentif, on n'est pas, je dirais, des militants du genre machin, non, c'est pas ça, mais c'est vraiment parce qu'on comprend que souvent par éducation, dans la société africaine, souvent, la jeune femme ne parle pas, baisse les yeux, etc., alors qu'elle est tout aussi intelligente. Aujourd'hui, quand on regarde les résultats, on voit que les filles sont d'excellentes mathématiciennes, très rationnelles, d'excellentes physiciennes. Donc, justement, en matière de STEM, Sciences, Technologies, Electronic, Mathematics, donc ce sont vraiment je dirais des talents. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, dans un continent qui prétend à l'émergence économique et à la transformation structurelle de son économie, de faire justement l'économie de plus de la moitié de sa population, avec un génie créateur. Ce serait un grave danger. Donc, c'est pour dire que pour moi, tous ces événements autour ils sont complémentaires et participent, entre guillemets, à faire grandir cette appétence pour l'entrepreneuriat. Et cet engouement-là qu'on voit ici et là. Alors maintenant, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas donner des fausses promesses. Tout ne passe pas non plus par l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut le savoir, le taux de mortalité des entreprises, elle est importante. Tous les entrepreneurs savent ce qu'on appelle, je dirais, la vallée de la mort. Avec 20 ans d'entrepreneuriat, j'ai l'impression tous les jours d'être un débutant. Parfois, je reprends, entre guillemets, mon sac au dos et on repart. C'est le mythe de Sisyphe, c'est l'éternel recommencement. On n'est jamais arrivé. Mais avec cette expérience, justement, qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux entrepreneurs africains ? Je parle pour ce jeune qui nous regarde et qui se dit « moi, je voudrais entreprendre, j'ai une idée de projet ». Qu'est-ce qui, selon toi, peut l'aider à réussir ? Je crois qu'il y a quelque chose que l'on ne peut pas transmettre. C'est l'envie et la claire conscience qu'on a un diamant à l'intérieur, personne ne peut nous l'enlever. Et je crois qu'il y a des talents innés, il y a des choses qui s'apprennent, mais il y a des talents innés où vous avez des années, vous les voyez en 10 secondes, vous savez que voilà, il a le truc, quoi, et il va réussir. Tout le reste après, c'est comment l'accompagner, essayer de polir le diamant, apporter le financement, etc. Mais quand on n'a pas cette niaque-là, qui est le moteur de tout, et qui fait qu'on a envie de se lever, de venir à son bureau à dimanche, de travailler à 3h du matin, etc. Quand on n'a pas ça, il y a d'autres voies. Hein. On peut être fonctionnaire, on peut être employé dans une entreprise, on peut être, etc. Mais on ne peut pas être entrepreneur. On peut pas être entrepreneur. Et je pense que certains l'ont, il le faut. Il faut des salariés d'un côté, mais il faut des entrepreneurs également de l'autre. Et je pense que sur ce plan-là, justement, on arrive, entre guillemets, à... C'est pour ça que ces événements sont importants, parce qu'ils permettent de révéler, entre guillemets, des talents. Alors l'Africa Pitch Road, aujourd'hui, c'est 17 pays.
sur lesquels vous êtes présent, où vous allez à la recherche, à la rencontre des entrepreneurs avec les pitchs. Première édition de ce pitch 2018, c'est au Gabon. Qu'est-ce qui caractérise la session des pitchs? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Alors c'est une session, d'abord c'est très frais, parce que c'est d'abord un excellent moment où des projets qui ont été portés par des jeunes femmes, des jeunes hommes, voilà, vont être présentés souvent pour la première, voire la deuxième fois. C'est 3 minutes pour présenter son pitch devant un jury. C'est vraiment 3 minutes, comme on dit, c'est elevator pitch. Ok. Parce qu'en réalité, l'essentiel n'a pas besoin de plus pour être dit. Et donc, il faut que ces jeunes-là, même si on est arrivé à 2 h du matin, on leur dit parle-moi de ton projet, il faut qu'en 3 minutes, ils soient capables, les yeux engourdis, de vous dire voilà mon projet, c'est ça, 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 ça. C'est pour dire qu'il faut qu'ils se réveillent, qu'ils mangent, qu'ils dorment avec ça, avec son projet. C'est ça c'est l'obstination, c'est l'obstination pour que son projet et lui ou son projet et elle ne fassent plus qu'un. Ils ne vivent, ne respirent que par ce projet. On ne réussit que comme ça. Mais alors, il y a une réalité économique. Souvent, les entrepreneurs qu'on a sur le continent, qui sont jeunes, parfois étudiants, parfois qui ont des enfants, qui sont dans une situation économique qui peut être instable, ils doivent penser à leur projet et en même temps essayer de trouver les moyens de la survie au quotidien. Quel est ton conseil finalement pour essayer de joindre l'utile à cette dimension d'envie, d'ambition, de pouvoir créer et développer son projet et de réussir? C'est pour ça que c'est là où on se rend compte qu'en réalité, la vraie compétition, c'est le temps. Et il en est ainsi, tout le monde a 24 heures sur sa montre. Même le pape à Rome, il a 24 heures, il n'a pas 25 heures. Donc, le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à optimiser son temps. Et des personnes qui sont justement dans ces situations, où ils doivent travailler, et ensuite devoir gérer une famille, s'occuper de leurs projets, etc. Souvent avec ou sans le concours de leur conjoint, qui est compréhensif. Parce que souvent, on ne le voit pas, mais en réalité, chez les entrepreneurs, c'est souvent des couples d'entrepreneurs. Oui, c'est des soutiens importants. Ou si c'est le mari ou la femme qui est entrepreneur, parfois c'est l'autre qui paye les factures et qui fait tourner la marmite, comme on dit. Et donc, c'est là où on est tout à fait conscient de la valeur d'une minute, de la valeur d'une décision, etc. Parce que là, on ne peut pas se tromper. Et à un moment donné, c'est pour ça qu'il est important de faire le distinguo. Parce que quand on se dit, quand j'aurai le temps, je vais me consacrer à mon affaire, et qu'on a un pied là, en stratégie, on appelle ça l'enlisement dans la voie médiane. On n'est ni dans cette stratégie, ni dans cette stratégie. En clair, on n'est nulle part. Donc, à un moment donné, il faut dire, voilà, j'ai décidé de faire ça, et donc je ne fais que ça. Alors, de gens qui même s'ignorent. Oui, mais alors tu as utilisé le mot, celui de la formation, l'accompagnement, la structuration. Il me semble que pour avoir suivi l'édition 2017, c'est un élément qui est très important dans le dispositif d'Hub Africa aujourd'hui, puisqu'il y a il y a plein de phases qui se déroulent, notamment ce bootcamp où vous réunissez l'ensemble des jeunes entrepreneurs qui ont réussi à passer la sélection pays. Et donc, qu'est-ce que vous leur apprenez? Qu'est-ce que vous leur apportez? Alors, en fait, à travers l'African Pitch Roadshow, en fait, on fait effectivement, il y a un ensemble de pays dans lesquels, avec des partenaires locaux, eh bien, nous identifions donc un ensemble de candidats qu'on présélectionne. 15 par pays vont pitcher, on en retient 3. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est normal. Quelqu'un qui est dans son projet est souvent un peu omnibulé par son projet. Il n'a pas toujours, entre guillemets, la dimension globale. Donc, il est important qu'on lui apporte ces outils d'accompagnement, et c'est la raison pour laquelle, depuis 3 ans, on a décidé de lancer un bootcamp dans lequel on va accueillir, juste avant la finale qui se tient à Casablanca, les différents gagnants pays, 3 par pays, qui viennent à Casablanca, qui vivent ensemble entre start-up, partagent leurs projets, mais où on leur apporte justement un ensemble d'outils, de design thinking, de cartes heuristiques, de techniques créatives, de gestion de projet, d'aspects financiers, business model canvas, enfin tous ces outils-là dont il aura forcément besoin à un moment ou à un autre, de la création de sa structure, au développement de sa structure, jusqu'à la protection parfois des brevets, des idées, etc. Or, cela en général, c'est pas qu'il ignore totalement, non, c'est le fait qu'il est tellement le nez dans le guidon qu'il perd un peu
cette vue, ce que j'appelle la vue hélicoptère, avoir un peu cette distanciation par rapport à son projet stricto sensu. Et donc c'est cette ouverture sur le reste, pour lui dire qu'en fait, aujourd'hui être entrepreneur, être chef d'entreprise, ça demande d'être polyvalent. Ça demande de savoir être secrétaire, de savoir être chauffeur, de savoir être manœuvre, de savoir faire de la stratégie, de savoir gérer la psychologie d'un collaborateur, de savoir gérer la crise, de savoir compter, de savoir analyser, de savoir se taire, écouter, etc., etc. Ça demande donc beaucoup de casquettes. Et pour cela, donc justement, quand on les met dans ce bain-là, ils le comprennent. Alors j'imagine que vous avez pas mal de projets qui sont tous plus innovants et pertinents les uns que les autres. Quels sont les critères sur lesquels vous vous appuyez pour finalement choisir la pépite qui pourra vraiment se développer? C'est vrai qu'on privilégie, si quelqu'un nous dit, écoute, moi je veux être milliardaire l'année prochaine, bon, c'est un choix qu'on peut respecter, ce n'est pas vraiment ce qui nous motive. Par contre, celui qui me dit, moi j'ai 3 personnes, dans 1 an nous serons 20, et puis dans 5 ans on va avoir 5 bureaux en Afrique avec 1000 collaborateurs, ça fait sens. Parce qu'en réalité... Il se projette. Tout à fait, il se projette, il va créer des entreprises qui vont recruter des collaborateurs, qui vont créer de la valeur. Ça, c'est un point qui est important. Ou alors, c'est vraiment de gérer des problématiques sérieuses et qui, par simple, je dirais, manque d'innovation, parfois de bon sens pratique, font que, par exemple, on a encore tellement de décès dans nos hôpitaux, dans nos centres de santé, qui auraient pu être évités. C'est également dans l'éducation, de savoir tirer le meilleur du digital pour ne pas gaspiller du talent, ne pas gaspiller, je dirais, de l'intelligence. Je prends un exemple simple. Dans un autre cadre, une structure qui initie les enfants de 4 à 16 ans au coding, à la robotique, etc. Alors, on a eu à Dakar un gamin qui a 12 ans, un programme qui se fait sur 6 mois. Ce gamin l'a fait en 2 séances. Ben, l'école classique n'aurait pas pu détecter un talent pareil. Ça veut dire qu'aujourd'hui... C'est révéler des potentiels. C'est révéler des potentiels. Et je crois que c'est ça, on doit démultiplier les occasions de ne pas passer à côté d'un Einstein, de ne pas passer à côté d'un Sheikh Anta Diop, de ne pas passer à côté d'un Steve Jobs, de ne pas passer à côté d'un Elon Musk. C'est ça aujourd'hui le challenge. C'est vraiment de révéler des talents parce qu'ils sont là, ils existent, mais il faut leur donner la chance de pouvoir se révéler. Alors aujourd'hui, justement, on a eu les pitchs, c'était la première étape de la African Roadshow. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que cette année, la sélection gabonaise, les projets qui vous ont été présentés, ceux qui ont été retenus, étaient à la hauteur du degré et du niveau d'exigence que j'imagine important? Alors, il faut dire aujourd'hui, Hub Africa est une marque. Et bien entendu, on est très soucieux de chérir cette marque-là et de la faire grandir. Quand nous avons commencé African Pitch Roadshow, qui fait donc la sélection des meilleurs projets sur le continent. On était sur 7-8 pays. Là, cette année, on est sur 17 pays, en incluant des pays comme l'Éthiopie, des pays comme le Nigeria, etc., qui sont des pays, je dirais, avec un potentiel extrêmement important. Et donc, naturellement, le niveau d'exigence, je dirais, s'élève d'année en année. Il s'élève. Et donc, venir à Casablanca à la finale, c'est être sûr d'être confronté à des entrepreneurs, certains déjà qui ont commencé, qui font déjà du chiffre d'affaires, qui ont déjà des collaborateurs, qui ont des marchés, qui exportent, qui ont une dimension internationale, qui parlent parfaitement l'anglais, qui sont complètement fluents en digital, bref, en comprennent tous les... Et aujourd'hui, c'est la première étape de l'African Pitch Roadshow. Les profils que nous avons eus ont des idées intéressantes. Mais le niveau de maturité de leur projet, malheureusement, n'était pas suffisant. Et c'est pour ça qu'en réalité, ça rend encore beaucoup plus pertinent cette idée qu'il nous faut aujourd'hui, dès l'école, faire entrer l'entrepreneuriat à l'école, susciter l'esprit d'entreprise, d'entrepreneuriat dans les lycées, dans les universités. Pour que justement, on ait justement cette fameuse masse critique qui va conquérir. Et aujourd'hui, je sens que, en tout cas, pour ce que nous avons vu aujourd'hui, que le niveau de maturité des projets que nous avons eus n'était pas au niveau d'exigence attendu. Et donc,
les profils que nous avons vus ont besoin de plus d'accompagnement, ont besoin de plus de mentoring pour justement avoir un projet plus soutenable, entre guillemets, pérenne. Parce que quand on crée une entreprise, on ne la crée pas pour qu'elle périclite l'année prochaine. Et donc, on a besoin vraiment de renforcement sur ce plan-là. D'accord, très bien. Alors, justement, on l'a dit, la finale va se tenir le 12 au 13 juin 2019 à Casablanca. Vous allez avoir 45 candidats qui vont venir pitcher, présenter avec un format, j'imagine, très spécifique. Très peu de temps pour convaincre, très peu de temps aussi pour se préparer à intervenir devant le jury. Qu'est-ce qui fait souvent pencher la balance? Parce que j'imagine qu'il y a des projets qui sont souvent intéressants à cette échelle panafricaine, tu l'as rappelé, si on prend ne serait-ce que le Nigeria, le Kenya, ces pays ou l'Afrique du Sud, on a déjà un temps d'avance dans le domaine entrepreneurial, chez les jeunes notamment, qui commencent très tôt. Qu'est-ce qui fait pencher la balance du jury à la finale? Qu'est-ce qui fait? Quel est le petit truc, quel est le petit élément qui va différencier de tous les autres? Je pense qu'il y a deux choses fondamentales. On est sur le continent, c'est une finale africaine, l'authenticité. Je crois qu'elle est extrêmement importante. Aujourd'hui, dire on va faire du copy and paste, ça ne marche pas. Un. Le deuxième point, c'est le caractère disruptif. C'est vraiment... On veut sentir, entre guillemets, une révolution. Et qu'on se dit, waouh, là, on est passé à autre chose. Et c'est vraiment souvent les deux éléments, je dirais, qui rentrent le plus en compte. À ce niveau de la compétition, pour sortir les trois, parce que les trois gagnants à cette finale bénéficient d'un encadrement très particulier, c'est vraiment des high potentials, donc qui sont... en incubation donc à Singapour, parce que là-bas le niveau de maturation, le niveau de maturité de leurs écosystèmes, accélérateurs, venture capitalistes, etc., est extrêmement élevé, parce que c'est vraiment une société de l'entrepreneuriat. Donc c'est pour leur apporter cette espèce d'exposure, qu'ils vivent dans des environnements plus matures sur ces questions-là. Donc là, c'est pas tellement la dimension sentimentale, émotionnelle, etc. C'est qu'on a un jury de gens complètement aguerris. Et donc, ce qu'ils vont regarder, ils vont voir l'authenticité, qu'on sent c'est du Made in Africa. Et puis, deuxième point, le caractère disruptif, qu'il apporte vraiment une innovation qui change radicalement un peu le cours des choses. D'accord? Je vous donne un exemple. Par exemple, on a eu une fois un lauréat qui a lancé un truc qui s'appelle les cafés baoulés. Et il dit, je vais être le Nespresso. Je vais être le Nespresso africain. Et donc, avec des crus, c'est-à-dire que les différentes terres, donc il y a un café qui s'appelle Akan, un autre qui s'appelle Baoulé, il y a un autre qui s'appelle, etc. Donc, il a créé quelque chose d'authentique, mais également de disruptif. Enfin, c'est quelqu'un qui est parti en Chine pour concevoir une machine à café qui épouse la forme d'une fève de café. Donc, on est dans l'authenticité, la disruption. D'accord, donc c'est le type de projet, c'est important. C'est le type de projet. Pour ceux qui nous écoutent de savoir exactement ce sur quoi il faut mettre l'accent. Alors tu as donné un exemple de lauréat qui a réussi à passer la finale. Que deviennent vos lauréats? Là c'est la 7e édition et comment est-ce que vous parvenez à les accompagner sur l'après Hub Africa? Alors ça, vous voyez, donc nous-mêmes, nous apprenons en marchant en réalité. Parce que quand nous avons créé la première édition, en fait, c'était un peu une idée de salon des entrepreneurs, on fait la fête aux entrepreneurs. Et puis après, on a créé NGE Academy, parce qu'on a compris qu'il fallait former les entrepreneurs, la question de la propriété intellectuelle, la question de la signature de contrats avec des venture capitalistes, la stratégie de lever des fonds, la communication digitale, ne viennent pas spontanément, c'est des choses qui s'apprennent. Donc, il faut les préparer. On a justement monté un ensemble de modules correspondant à chaque niveau de maturité, je dirais, de la start-up. D'accord, donc vous avez une grille qui vous permet de savoir précisément de quoi ils ont besoin entrepreneur... et quelle piqûre de formation il faut apporter. D'accord. Ensuite, on s'est rendu compte que c'est les entrepreneurs qui veulent également faire du business. Donc, on a lancé les B2B. Après, on s'est rendu compte également que il fallait, avant la finale, créer un bootcamp parce que c'était pertinent d'apporter un complément de formation, d'ouverture sur autre chose pour ces entrepreneurs-là. Et après, la question qui se pose, c'est celle-là, c'est de dire, bien,
quand on regarde la communauté des entrepreneurs qui sont passés entre nos mains, c'est 50 000 en 7 ans. C'est pas rien. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi nos outils de suivi? Puisqu'on prétend être NGE Impact, quels sont nos tableaux de bord en matière d'impact? Et c'est ça aujourd'hui ce sur quoi nous nous focalisons. Et on s'est dit bien, d'abord on va faire un livre blanc de ceux qui sont passés chez nous. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Pour voir comment ils ont grandi. Qu'est-ce qu'ils sont devenus après 5 ans, après 7 ans. Et il y a des success stories quand même. Et il y a des success stories. Et je vois des gens qui ont levé des fonds, et je vois des gens, leur entreprise a grandi, je vois des entreprises dans lesquelles d'autres ont pris des participations, donc qui sont viables et qui grandissent de jour en jour, qui commencent à avoir une empreinte, à adresser des gros marchés, je dirais qu'ils n'arrivaient pas à toucher. Alors c'est vrai, le Stamp Hub Africa c'est une école d'entrepreneurs quelque part. C'est un tremplin aussi. C'est un tremplin. Ça permet de donner de la visibilité à ces entrepreneurs. Donc ça leur donne, parce qu'il y a beaucoup de communication. Vous avez assisté je dirais l'année dernière. Donc Casablanca devient la capitale africaine de l'entrepreneuriat à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il y a tous les feux de projecteurs, les médias sont là, etc. Et donc du coup, il y a cette visibilité qui démultiplie le nombre d'interactions, de contacts, de centres d'intérêt, etc. Et naturellement, parfois les gens viennent discrètement, mais on les connaît. Les fonds d'investissement, les venture capitalistes viennent faire leur marché. Ah oui. Parce qu'ils savent quel est le process de sélection depuis l'African Pitch Roadshow jusqu'à les 20, 30, 40 qui arrivent, qui sont à la finale. Donc tout le travail est fait, il leur suffit de faire leur marché. Et donc sur ça, c'est pour ça qu'on s'est dit il faut impérativement que l'on mette en place des outils de suivi et éventuellement également je dirais un fonds d'investissement, parce qu'on apporte l'accompagnement, mais à un moment donné, la start-up a besoin d'un ticket. Les banques n'ont pas vocation à financer cela. Il faut des fonds. Il faut qu'on démultiplie cela. Et je pense que sur ce plan-là, malheureusement, il n'y a pas suffisamment de mécénat, de philanthropie sur le continent. Mais aujourd'hui, je pense que il faut que on demande à mesdames et messieurs les aisés, entre guillemets, soyez égoïstes, partagez. Parce qu'aujourd'hui, ça doit être leur fierté de voir des Africains qui, parce qu'ils ont mis un ticket de 50 000 €, qui ne va pas les appauvrir pour autant, deviennent une success story au niveau continental, qui ensuite devient une référence au niveau mondial. Et je crois que c'est ça aujourd'hui, c'est ce type d'ambition qu'on doit ouvrir pour notre continent. Alors, on remarque quand même qu'il y a un gap qui est réel entre les entrepreneurs qui sont issus des régions anglophones et ceux qui sont issus des régions francophones. Avec l'expérience que tu as, quel est, selon toi, quels sont les mécanismes à mettre en place pour essayer de limiter ce gap et faire en sorte que ces jeunes porteurs de projets qui peuvent avoir des idées qui sont souvent excellentes parviennent eux également à aller compétir et à rester concurrentiels dans leur manière de présenter leurs projets et ensuite de les développer? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit tourné vers l'avenir. Alors, on parlera bien sûr de l'héritage de la colonisation, etc., francophone, anglophone, etc. Les anglophones ne parlent pas bien le français et vice-versa. Je crois que ça, c'est un des premiers problèmes, une des premières fractures, qui crée une autre fracture, qui est un peu la désintégration du continent, qui fait qu'aujourd'hui, un Sénégalais sera culturellement plus proche d'un Lillois que d'un Ghanéen d'Accra. Tout simplement du seul facteur de la langue. Et on voit dans certains aéropages, dans certaines grandes réunions, on voit les francophones ensemble d'un côté, les anglophones de l'autre. Alors c'est vrai que la colonisation britannique a laissé des avocats d'affaires, des businessmen, etc. Donc une culture plus libérale. Une culture plus libérale et vraiment plus orientée business. Nous, on a des poètes, des énarques, etc. Et je crois que ça, c'est un premier... C'est pour ça que le mindset, il change. Changer un mindset, c'est 25 ans. Ça commence à l'école. Et c'est pour ça qu'on milite pour qu'aujourd'hui, on fasse rentrer l'enseignement de l'entrepreneuriat dès l'école. Dès l'école. Parce que c'est ça qui va changer complètement le mindset. La langue devient après, du coup, accessoire. Oui. Ce sont les entreprises qui créent la croissance, ça on le sait, on l'a compris, dans la plupart des économies mondiales. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, on n'ait pas encore réussi à intégrer cette dimension d'entrepreneuriat au sein de l'éducation, dans les cursus scolaires? Je pense qu'il y a aussi un point, c'est que qui dit aujourd'hui formation à l'entrepreneuriat, parle d'abord de la formation des formateurs.
j'étais stupéfait d'apprendre sur une émission, quand je regarde chaque année les classements PISA, qui classent les meilleurs systèmes éducatifs au monde, de voir pourquoi la Finlande, pourquoi Singapour sont numéro 1. Mais c'est parce que aujourd'hui, un des postes les plus difficiles à obtenir, c'est celui d'être enseignant pour la petite enfance. C'est pas d'être professeur d'université, c'est d'être enseignant pour la petite enfance. Parce qu'on le sait aujourd'hui, tout se joue avant 6 ans. Mais est-ce qu'on ne doit pas réinventer aussi le modèle avec lequel on forme nos jeunes? Parce qu'on voit les limites du modèle français, par exemple, puisque tu parlais de cet héritage franco-colonial aussi. Est-ce qu'on ne doit pas aussi se tourner vers des modèles qui sont un petit peu plus innovants, qui vont davantage mettre l'accent sur la créativité, sur les aptitudes de l'enfant à pouvoir s'exprimer, prendre la parole en public, comme on peut le voir par exemple sur des modèles suédois? C'est pour ça que je dis que c'est un changement complet de paradigme. C'est pas seulement de dire on décrète qu'on fait entrer l'entrepreneuriat à l'école au Sénégal à partir de la prochaine rentrée. Mais derrière, toute la superstructure, les formateurs qui vont dispenser ces formations, ça demande du temps pour les former. Il faut les former. Et c'est pour ça que je disais que c'est d'abord d'investir dans la formation des formateurs, notamment de ceux qui auront en charge la construction de l'intelligence de la petite enfance, parce que c'est là que ça se joue d'abord. Donc c'est un changement systémique qui commande aujourd'hui une nouvelle pédagogie. En particulier, on le voit dans les pays du Nord, aujourd'hui on a mis en place une pédagogie dite inversée, qui fait que les enfants apprennent d'abord par eux-mêmes, et ensuite le professeur n'est plus là à celui qui donne, parce que tout le savoir aujourd'hui est disponible aujourd'hui, on le sait, sur Internet, sur les réseaux, etc., en e-learning, sous quelque forme qu'on peut imaginer. Du coup, le professeur n'est plus le Dieu le Père qui détient la connaissance, il devient un facilitateur pour que des concepts un peu plus complexes, etc., puissent, je dirais, être mieux assimilés. Mais ça veut dire que le gamin n'est plus dans un effort de mémorisation, ce qui est encore, je dirais, qui constitue la majorité d'un dispositif pédagogique, mais est dans un dispositif de découverte, de recherche, où il travaille sur des projets, etc. Et on voit bien, il suffit quand on a des neveux ou des nièces, et qu'on compare ceux qui sont à l'école française et l'école américaine, on voit complètement la différence. Aujourd'hui, vous allez voir un gamin qui fait l'école américaine, il va vous challenger, vous poser des questions, etc. À un moment, vous en avez marre, vous êtes coincé, en fait, vous lui dites, je suis ta tante ou je suis ton tonton, tais-toi, je te donne une fessée. Parce qu'en fait, ils sont habitués à cela, à aller plus loin que ce qu'on leur donne pour acquis. Par exemple, je sais que aujourd'hui, en Finlande ou en Suède, que tu évoquais tout à l'heure, il y a des cours qui se font en pleine forêt, où les enfants manipulent. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la pédagogie, elle est d'autant plus efficace. C'est le learning by doing, quand on fait. Oui, et puis utiliser ses 5 sens. Et tout à fait. Les développer. Tout à fait. C'est pour ça, je dirais, et ça c'est connu depuis longtemps, quelqu'un comme Howard Gardner a écrit un ouvrage qui s'appelle Les intelligences multiples, pour montrer justement que on apprend, je dirais, pas simplement avec la mémoire. Aujourd'hui, il y a la logique arithmético-mathématique, il y a l'intelligence musicale, il y a l'intelligence émotionnelle, etc. Et donc, heureusement, tout le monde n'est pas pareil. Il nous faut donc développer chez chacun là où il a les meilleures prédispositions, tout en tenant bien compte de l'idée qu'il devra aussi savoir converser avec des personnes qui ne sont pas, entre guillemets, construites comme lui. Et je crois que c'est ça le défi aujourd'hui de la formation, de la pédagogie de demain. D'accord. Tu es régulièrement appelé à accompagner des décideurs économiques, mais aussi un certain nombre de gouvernements sur des politiques à mettre en place. Est-ce qu'au moins, tu peux nous rassurer en nous disant que la réflexion, elle est en marche sur cette déconstruction ou reconstruction de nos modèles d'éducation? C'est debout le drame de notre continent, en tout cas sous bien des contrées, c'est que ces sujets dont nous parlons sont des sujets du temps long. Ça demande 25 ans de construire une génération. Nos dirigeants sont pris dans le temps court de l'élection, dont l'échéance c'est dans les 5 prochaines années. Quand vous lui parlez de quelque chose qui doit se dérouler dans 20 ans, il n'est plus là. Et voilà un peu, je dirais, cet écart. On voit aujourd'hui beaucoup de... Je vis au Maroc, donc je sens moins cette dimension politique que je le vois ailleurs, mais parce qu'on a un roi qui parle des rois partout, qui parle le temps.
Le point, c'est qu'on a des formes de royauté, mais qui ne disent pas leur nom. Donc, soyons clairs et disons c'est une royauté, voilà, et puis voilà les modes, etc. On a des fois des formes intermédiaires. J'étais il y a quelques jours en Malaisie. Vous savez qu'en Malaisie, c'est une fédération, il y a plusieurs États, et dans chaque État, il y a un sultan. Et ça fonctionne par élection. Donc, chaque 5 ans, ils se réunissent et ils élisent un roi, qui est le roi donc, de la Malaisie, qui ne règne pas, entre guillemets, parce que là-bas, c'est un régime un peu à la britannique, donc avec un premier ministre. Mais je trouve que c'est une forme de démocratie, tout en étant également ouvert sur la modernité, mais quand même ancré dans les valeurs. Aujourd'hui, nous avions entre guillemets, des chefferies traditionnelles, des royautés traditionnelles qui ont complètement disparu. Et du coup, je pense que c'est un autre sujet de sociologue, d'anthropologue, etc. Mais cette fracture-là, on ne s'en est jamais remise. Parce qu'en réalité, souvent la question de la légitimité de ceux qui sont là pose problème. On peut s'interroger. Qu'est-ce qui caractérise l'entrepreneur aujourd'hui en 2018, l'entrepreneur africain? Qu'est-ce qui le caractérise? Il est jeune, c'est un homme ou une femme. Il sort des sentiers battus. Il veut réussir sur son continent. Il a la claire conscience qu'on a tous les atouts sur le continent pour réussir. Parfois, c'est souvent également certains de la diaspora qui reviennent et qui ont décidé de revenir dans des pays souvent difficiles, mais qui ont décidé de revenir parce qu'ils disent c'est notre pays et il faut qu'on réussisse dans notre pays. C'est des personnes qui souvent maîtrisent le digital. Et c'est des personnes qui sont déterminées, qui rêvent les yeux ouverts. Voilà, le portrait robot de l'entrepreneur, de l'entrepreneuse africaine, voilà, comment je peux spontanément le présenter, le décrire. On arrive à la fin de cet entretien. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger sur ces sujets-là avec toi. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, adresser un message, une recommandation, un conseil, ce qui te vient, pour permettre à ces personnes qui nous regardent et qui pourraient être désireuses d'entreprendre, de se lancer, ou qui entreprennent déjà et qui rencontrent des difficultés, de tenir, de ne pas lâcher et de réussir, parce qu'au bout de l'effort, il y a souvent la réussite? Un seul mot, un verbe, oser. Pour moi, c'est un seul mot, c'est oser. Et de réussir, surtout quand on dit que c'est impossible. Parce que tous les entrepreneurs qui ont réussi, pas simplement sur le continent, mais dans le monde entier, c'est parce qu'on leur a dit que c'était impossible qu'ils ont décidé justement de le faire et de le réussir. Parce que les frontières, en fait, elles sont dans la tête. C'est pour ça qu'il faut faire. Deuxième chose, on ne perd jamais. Où l'on réussit, où l'on apprend. Et je crois que cette célèbre phrase de Mandela, elle a tout son sens. Encore plus dans un domaine qui est celui de l'entrepreneuriat, où le taux, entre guillemets, où on tombe, on se relève, je dirais, est important, c'est vrai. Mais après, des fois, je rencontre des entrepreneurs qui me disent, voilà, moi j'ai essayé, ça n'a pas pris, je suis retourné au salariat. Mais il ne dit pas avec regret. C'est que parfois également, on est dans des environnements, dans des écosystèmes qui ne favorisent pas forcément l'entrepreneuriat. Et là, la bataille devient trop inégale, devient trop déséquilibrée. Et ce n'est pas possible. Ces mêmes personnes, transplantées dans d'autres environnements, auraient je dirais, réussi de vraies success stories. Bon, c'est ça aussi, c'est d'accepter. Quelque part, chacun selon sa croyance, c'est qu'il y a une main invisible. Et donc d'accepter le destin également, on est vendredi, je crois, on est jour saint, c'est d'accepter également la destinée, mais de ne pas rester le bras ballant. Je crois que la question, c'est de bouger, c'est d'oser, de faire l'effort. C'est de faire. Et puis quand on se retourne, on se rend compte que le chemin, il n'y a pas de chemin en réalité. Il n'y a pas de copier-coller, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Merci beaucoup, Alioune Gaye. Avec plaisir, en tout cas, merci de m'avoir invité.